Chance à tous les élèves du Burkina Faso. Oui, les examens débutent aujourd'hui. Ils sont déjà au niveau des salles de composition. On leur souhaite donc bonne chance tout simplement. En tout cas pour le CEP, le BPC, le CAP, ils ont débuté ce matin. Et puis, nous allons parler des examens scolaires à cette émission dans la rubrique 1 nœud sur la société qui s'intéresse aussi à l'éducation. Avec Youssef Ouidraogo, on parlera du rôle des parents, surtout des parents d'élèves, donc lors de ces examens qui ont débuté. Ça sera tout à l'heure. Avant cela, vous aurez l'information à travers la revue de presse. Et dans la rubrique invité du jour, nous parlerons du projet Target Malaria. C'est un projet donc qui a vu le jour depuis les années 2018-2019. Et aujourd'hui, il y a la société civile burkinabé qui se dit être contre donc ce projet Target Malaria. On va recevoir M. Ali Tapsoba aujourd'hui qui justement fait partie de ceux-là qui sont contre ce projet, qui va nous expliquer les raisons. Ça sera dans la rubrique invité du jour. Madame, messieurs, merci de vous installer confortablement. Nous découvrons cette semaine la place de la nation de Ouagadougou à travers la rubrique à la découverte de bien sûr. Alors bonjour et bienvenue à tous à l'émission Bonjour le Faso. Nous prenons la direction du centre-ville pour démarrer l'aventure. Nos événements sociopolitiques et donc du Burkina Faso, de la Haute-Volta jusqu'au Burkina aujourd'hui. Et nous partons à la découverte de cette place qui a porté le nom donc de place d'Arboussier, de place du 3 janvier, de place de la Révolution, de place donc de la Nation aujourd'hui. C'est d'ailleurs le nom officiel aujourd'hui, place de la Nation. À présent, nous allons vous inviter à écouter le premier témoignage. Nous nous sommes intéressés et nous nous sommes approchés justement à ceux qui ont vécu donc le temps de la Révolution pour nous rappeler l'histoire de cette place de la Nation. On regarde attentivement, on écoute bien sûr et on revient pour la suite. Le rôle a toujours été là, d'accompagner les enfants à étudier, et en sachant bien que ce jour, il a débuté pour faire cet examen. Mais bon, ce que moi j'aimerais, bon, étant un père, j'ai un enfant qui fait examen cette année, j'ai décidé de l'amener à l'école pour qu'il rentre, faire ses épreuves. À midi, je serai là avec lui en lui demandant tout ce qu'il veut pour lui faire plaisir, qu'il sache que ce jour, c'est un jour pour lui. C'est un jour qui doit réussir. C'est un jour qui ne doit pas avoir peur. Voilà. Il y a une morale aussi que j'aurais à le consoler, le mettre sur le pied, de ne pas avoir peur. Souvent, c'est la peur qui amène les enfants à échouer. Les parents peuvent encourager les enfants. Avec justement l'élément, mais tout à l'heure vous aurez donc le témoignage concernant la place de la nation de Ouagadougou. Sinon vous suiviez à l'instant donc les avis des populations concernant notre thème du jour, un œil sur la société, puisque nous avons demandé aux citoyens comment en tant que parents d'élèves ils peuvent accompagner leurs enfants qui est en classe d'examen. Ça sera tout à l'heure quand on va développer le thème avec Youssef. On va vous proposer à nouveau ce témoignage là ou ce micro-trottoir. Et sinon, pour la rubrique à la découverte 2, je pense que la réalisation est bonne maintenant. Donc, on va aller écouter le témoignage concernant la place de la nation de Ouagadougou. Je m'appelle Sankara Moussibila. Je suis un ingénieur des travaux de télécommunications en retraite depuis 2000. Et actuellement, je fais des travaux de ferme dans mon village à Théma-Boquin. Le terme place de la nation là est très récent parce que c'est sous Blaise Compaoré que dans le désir d'effacer tout ce qui est lié à la révolution, en particulier à la personne de Thomas Sankara, on a effacé ça et on a officiellement dit que ça s'appelle la place de la nation. C'est dans le même cadre que les dates du 4 août et autres 5 août ont été remaniées et restituées dans notre histoire. Mais moi, je suis venu à Ouagadougou en juillet 1960. Donc c'est beaucoup plus tard par rapport à l'existence de cette place qui était l'ancien marché de Ouagadougou. Bon, moi, je suis venu trouver que le marché est là où il se trouve actuellement, à Rodowoko. Mais
de par appellation et les indications de ceux qui étaient déjà là, ce fut l'ancien marché de Ouagadougou, on l'appelait d'ailleurs Rakoudouin. C'était donc quelque chose qui remonte jusqu'à Anaba Zombré. Alors, donc, c'est-à-dire vers le 16e ou le 15e siècle en tout cas assez loin. C'était donc le marché de Ouagadougou. Et c'était de ce qu'on nous a dit, parce qu'on s'est intéressé un peu en ça, c'était devant, cette place-là était en face de la maison du Moro Naba, qui était située là où se trouve actuellement le camp Guillaume Ouedraogo. Donc la place de la Nation là, c'est le Rakoudro qui était entre la maison du Moro Naba, localisé dans l'actuel Guillaume Ouedraogo là, et puis entre la BCAO et surtout le siège de Air Afrique, avant là. Entre le siège de Air Afrique et le camp, c'est ça qui est le Rakoudro. Et le siège de Air Afrique là, c'était, d'après les informations qui nous ont été données, là où notre grand-père Motiba cultivait. Alors le Moro était en face, et c'est pour ça d'ailleurs que le quartier d'Apoya là a le nom de d'Apoya, parce que la cour du Moro faisait face à la place du marché Rakoudro là, et derrière, juste là où il y a passe les rails là, c'était le quartier d'Apoya, derrière c'est le chef. Alors, mais quand je suis arrivé à Ouagadougou, il ne faisait plus le marché ne se passait plus là-bas, mais c'était un emplacement réservé aux manifestations populaires, les grandes prières de Tabaski et de Ramadan, et quand il y a les fêtes du 14 juillet, le soir, les danses populaires là se tenaient là-bas. Et en ce moment, comment on appelait cette place? Les autochtones appelaient toujours Rakoudro, mais l'administration, ou en tout cas le colonialisme, appelait la place d'armes. Puisque c'était en face de l'armée, et il y avait la garnison, il y avait le BAM, et puis il y avait le logement du chef d'état-major. C'était vraiment un endroit qui était entre les militaires. C'est les seules constructions qui sont venues après. Mais ça c'est quand j'étais à Ouagadougou. C'est la caisse, c'est la BCAO, c'est Air Afrique. BCAO là, il faut pas, c'est pas le long bâtiment là. Il y a un autre là où il y a écrit, c'est quelle banque là, Ecobank ou quelque chose en tout cas. Là-bas, en face de la mairie là, la place a été encadrée par des militaires jusqu'à l'arrivée à la construction de ces bâtiments. Alors donc moi je l'ai trouvé au Rakoudouin, bon, et ensuite c'est devenu place d'armes, et à partir de la place d'armes, on avait commencé déjà à partir de l'insurrection de 66 là, les gens avaient commencé par parler place du 3 janvier. Oui, ça aussi, ça n'a pas duré, mais certains disaient place du 3 janvier, d'autres disaient déjà révolution. Mais comme les expressions n'étaient pas libres, bon, sinon il y avait la place, ça passait aussi par place du 3 janvier. Parce que le 3 janvier, c'est là-bas que les travailleurs se sont retrouvés pour demander le départ du pouvoir de Maurice. Le départ au pouvoir de Maurice. Alors, c'est plus tard que, dans ce changement-là, l'événement le plus important qui est intervenu aussi, c'est la révolution du 4 août. Bon, le 4 août, là, cette place n'a pas été tellement, pour moi, elle n'a pas abrité grand-chose, mais juste après le 4 août, compte tenu de l'importance de sa superficie, beaucoup de réunions et beaucoup de choses ont été tenues là-bas. Et avant même la date du 4 août, il y a eu, sous le CSP1, des meetings que les intellectuels bizarres de Burkina avaient qualifié de clarification. Et c'est pendant ces meetings que la divergence est apparue entre le groupe Jean-Baptiste Ouedraogo et puis celui de Thomas Sankara.
Voilà. C'est Donc pour- si je comprends bien, c'est sous la Révolution que cette place a été appelée place de la Révolution de façon officielle. de façon Mais avant, elle fut place du 3 janvier, place de la nation. place d'armes et puis le Koudro. Ouais, ouais. Quand je venais à Ouagadougou, la dénomination c'était le Koudro, l'ancien marché de Ouagadougou. Mais à partir de janvier 66, c'était la place du 3 janvier. Mais ça n'a pas prospéré parce que d'abord les gens ils n'attachaient pas beaucoup de chance à ces dates-là comme ça. Et nous démarrons la lecture des titres avec le journal Sidoya. Donc, Sidoya qui affiche à sa une tournoi UFOAB. Les étalons cadets présentent leur trophée au président du Faso. Toujours à la une du journal de tous les Burkinabés. Production du piment à Banfora. L'appel des producteurs à la transformation résonne. Nouvelle du front, le BIR 12 neutralise des terroristes après de violents combats à l'Est. Langue blanchâtre ou langue saburale, respecter une bonne hygiène bucco-dentaire. 60 ans de l'AIB, le président du CSC salue l'immensité du travail abattu par les journalistes. Nous passons à présent au quotidien, Le Quotidien. Le Quotidien affiche à sa une mise en examen de Maître Cam pour atteinte à la sûreté de l'État, arrêt de travail des avocats du Burkina du 4 au 8 juin 2024. Éliminatoire mondial 2026, Hervé Kofi forfait contre l'Égypte, Brahma Traoré attend des preuves. Promotion de la gestion durable des terres, la 4e édition du prix Grande Muraille Verte en journalisme lancée. Jean-Emmanuel Ouedraogo, porte-parole du gouvernement, le Burkina Faso sortira de cette guerre plus fort sur tous les plans. Nous passons à présent au doyen des quotidiens privés. Il s'agit de l'Obs. L'Observateur Palga qui affiche à sa une préparatif examen scolaire 2024. Silence, on révise. Un pour les cracks, un pour les cancres. À lire à la page donc numéro 4 de l'Obs ce matin. Toujours à la une de ce journal, la nouvelle tournée africaine de Sergueï Lavrov, l'ours russe n'en démord pas. Tournoi UFOAB, les étalons cadets présentent leur trophée au capitaine Traoré. Barreau burkinabé, les avocats quittent le prétoire pour 4 jours. À présent, le pays. Le pays affiche à sa une, Léonce Koné, ancien ministre, nous sommes à la croisée des chemins. Tournoi UFOAB, les étalons cadets présentent leur trophée au président du Faso. Examen scolaire session 2024, relever à tout prix le défi de l'organisation. Histoire énigmatique, la nuit maudite de Moussa, à lire à la page numéro 11 du pays. Actu Foot Cameroun, le rassemblement vire au grand n'importe quoi. Coopération bilatérale, le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, attendu à Ouaga, c'est à lire dans les éditions Le Pays avec Votre Santé, magazine mensuel donc de santé. Votre Santé affiche à sa une Dr Sandrine Damoué Segda, pneumologue au CHU Bordeaux. Évitons d'isoler les malades de la tuberculose. Cette raison courante de l'échec des relations amoureuses que vous pouvez lire aussi dans Votre Santé. Dr Salfo Zongo, gynécologue obstétricien au CHU de Dédougou, le cancer du col de l'utérus est une maladie curable à condition d'être détectée précocement. Gestion des menstrues, la nécessité d'une implication collective. Nous passons à présent au journal Aujourd'hui au Faso. Aujourd'hui au Faso qui affiche à sa une ce matin débrayage du barreau du 4 au 8 juin au Burkina Faso. L'ombre de maître Guy Hervé Cam plane. 30e conférence des directeurs généraux des douanes au Mali pour une coopération efficace des bérets noirs en Afrique de l'Ouest et du Centre. Transparence dans la gestion des finances publiques, des cadres du ministère de l'économie et des finances renforcent leur capacité sur l'évaluation des dépenses fiscales.
production de documents d'identité, le Burkina Faso met fin à son partenariat avec la société SNADEI. De retour de l'AES au sein de la CEDEAO, le niet de Diop à Diomaye Faye. À lire toujours à la une de aujourd'hui au Faso, tournoi UFOAB, les étalons cadets présentent leur trophée au président du Faso. Sergei Lavrov à Conakry, Brazzaville, Djamena, quand l'ours russe ne veut rien lâcher dans l'ex-galaxie français. Le minier, pour finir, c'est un bimensuel d'informations spécialisées dans les mines et carrières. Protection de l'environnement, la courte espérance de vie des arbres issus des campagnes de reboisement. Wamika SA, premier laboratoire d'analyse de minerais au Burkina. Protection de l'environnement, la COP Sahel-Sahara, savane pour inoculer les bons réflexes éco-citoyens. CASEM 2024, l'encadrement des artisans miniers au cœur des échanges au MEMC. Alors, le minier que vous pouvez lire donc également ce matin. Merci beaucoup de votre attention. Donc, c'est avec le minier que nous refermons la lecture des journaux que nous avions sous la main ce matin. On vous invite à vous procurer ces journaux-là et justement découvrir donc ces différents titres en profondeur. Merci de votre attention. À présent, nous allons découvrir les couleurs du temps. C'est à travers la météo du jour. Nous sommes aujourd'hui avec Monsieur Ali Tapsoba de Guama. Il est le porte-parole de la coalition de veille sur les activités biotechnologiques au Burkina Faso. Bonjour à vous, Monsieur Tapsoba. Bonjour, Madame. Bienvenue. Merci pour l'invitation. Merci à vous d'être là, à nouveau sur notre plateau. On va parler du projet Target Malaria tout à l'heure, mais parlons d'abord de la coalition de veille sur les activités biotechnologiques au Burkina. C'est quoi, en fait, l'objectif d'une telle coalition? Déjà, il faut dire que la coalition de veille sur les activités biotechnologiques est un regroupement d'intérêts citoyens de plusieurs organisations. Okay. À la conférence de presse, on a cité la Copagène, qui est un regroupement sous-régional qui comprend beaucoup d'organisations de la société civile. Il y a le Sénavio qui comprend également à son sein beaucoup d'organisations. Il y a FIAN Burkina qui travaille sur les droits humains. Il y a une association comme Terre à Vie et bien d'autres. Il y a le COASP qui parle des semences paysannes. Alors, vous avez environ une trentaine d'organisations au sein de ces fêtières. Et l'objectif de cette conférence était encore de sonner le tocsin par rapport à ce projet funeste que Target Malaria, qui, malgré tout ce que nous avons pu dire de pas intéressant, de dangerosité pour que ce projet prenne fin, nous constatons qu'ils sont en train de persister et signer parce qu'ils sont passés à la deuxième phase, malgré qu'on n'a pas un rapport d'évaluation indépendante sur les lâchers en première phase qui a eu lieu le 1er juillet 2019. C'est bien quand même de resituer les choses, on est dans le sujet, mais c'est bien quand même de resituer les choses concernant Target Malaria. C'est un projet, la première phase c'était en 2019, je crois, et enfin, on va dire le premier lâchage donc, de moustiques qui a eu lieu dans une zone donc, à Bobo-Dioulasso. Et en principe, d'après les défenseurs ou en tout cas les responsables de ce projet, ce sont des moustiques génétiquement modifiés qui ont été lâchés et qui en principe, s'ils s'accouplent avec les moustiques normaux si vous voulez, devraient donc faire en sorte que ces moustiques ne soient plus à même de transmettre le palu. Voilà. Alors, vous, c'est depuis quand même quelques années que vous êtes contre en fait ce projet ou sinon vous avez des inquiétudes. Maintenant, pourquoi? Alors, il faut dire que nous avons beaucoup de reproches à faire ce projet parce que, comme vous le disiez tantôt, ce projet dit vouloir lutter contre le paludisme, mais en réalité, les objectifs de Target Malaria ne sont pas du tout clairs. D'abord, il faut faire comprendre à l'opinion que les œufs qui sont manipulés dans l'insectarium de Bobo sont des œufs importés de l'Imperial College de Londres. Okay. Donc, ça veut dire déjà qu'on nous envoie une science coloniale, on nous vend des illusions. Et quand vous regardez, dans la première phase qui a consisté
à vouloir tester la capacité dans la deuxième phase. Ils disent que dans la deuxième phase aussi, le projet n'aura pas un impact dans la lutte contre le paludisme. Ils nous font savoir qu'il faut attendre jusqu'à la troisième phase où ils vont atteindre une technologie jamais implémentée dans le monde. Il s'agit du gene drive ou forçage génétique. Et à cette étape, ils vont relâcher dans l'environnement des moustiques à impulsion génétique. Et ils disent que c'est à cette étape qu'on va commencer à constater qu'il peut y avoir réduction drastique de moustiques, d'où réduction de palud. En principe, un projet qui a un objectif clair devrait d'abord implémenter les choses au laboratoire, avoir des résultats probants avant de les tester en milieu ouvert, avant de les tester sur les humains. Donc, vous allez constater encore que ce projet évolue en toute opacité. Il n'est pas possible d'avoir des informations sur ce qui se passe réellement sur le projet. Vous êtes des hommes de médias. Est-ce que vous avez le rapport d'évaluation des lâchers qui ont eu lieu le 1er juillet 2019 ? Nous n'en sommes pas sûrs. Pour nous, un projet dit d'utilité publique, on devrait communiquer à tout citoyen lambda les enjeux, les résultats pour que les gens apprécient. Ensuite, vous allez vous rendre compte que ce projet, il est en majorité financé par Bill Gates. Bill Gates est un capitaliste. Et ce capitaliste, en général, quand il parle de l'Afrique, ce qui l'intéresse, c'est notre démographie galopante. Bill Gates, c'est le monsieur qui a toujours financé les projets de contraception. Quand vous voyez ce monsieur-là qui met des milliards dans un tel projet, personne ne peut nous rassurer que l'objectif réel, c'est de la lutte contre le paludisme. Nous soupçonnons en fait des desseins inavoués derrière ce projet. Il faut aussi préciser qu'il n'y a jamais eu de lâcher de moustiques génétiquement modifiés dans l'environnement en Afrique. Le Burkina Faso est le premier pays qui ait connu cette situation avec les lâchers d'environ 6400 moustiques dans les encablures de Bana. Et la phase 3 du projet, qui va consister à relâcher dans la nature des espèces à impulsion génétique, c'est un principe irréversible, n'a jamais eu lieu nulle part dans le monde. Donc, si on permettait le projet d'atteindre sa phase ultime, un pays comme le Burkina Faso serait un pays cobaye d'une première expérience mondiale qui n'a jamais eu lieu ailleurs. Et cela nous inquiète très fortement. Avec quel risque maintenant, en fait, c'est vrai que quels sont les risques si on laissait ce projet-là se poursuivre? Les risques sont énormes. D'abord, ces moustiques vont piquer les humains. Et quand vous regardez des publications scientifiques dont nous avons fait cas lors de notre conférence de presse, les gens relèvent qu'il y ait des possibilités de mutation, de sorte que ces moustiques relâchés seront capables de transmettre du paludisme plus sévère que ce que nous vivons. Sans oublier que lorsqu'il parle du forçage génétique, qui est une technologie presque irréversible, il est possible qu'on se retrouve avec des types de moustiques qui peuvent transmettre d'autres types de maladies qui ne sont pas forcément le paludisme. Sans oublier que quand vous observez de près toutes ces manipulations, il y a eu même des erreurs dans les souches qu'on a décrites dans les publications scientifiques. Parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que les 3 phases seront implémentées avec des souches différentes. C'est-à-dire que la première phase, on fait importer une souche. D'ailleurs, la deuxième phase actuellement en cours, c'est encore une nouvelle souche. Et la troisième phase, c'est une autre souche. Ce qui nous fait croire, comment un projet qui pense lutter contre le paludisme, à chaque fois, il faut importer des souches différentes pour espérer un résultat. Nous n'en croyons pas parce que, vous savez, nous avons constaté qu'ailleurs, notamment au Brésil, où il y a eu des lâchers de millions de moustiques génétiquement modifiés dans la nature, on n'a jamais pu venir à bout de l'objectif dont ils pensent. Là-bas, c'est la dengue. Mais on constate que la dengue ne fait qu'augmenter au Brésil. On a l'impression que plus on lâchait beaucoup de moustiques génétiquement modifiés dans la nature au Brésil, plus le taux de dengue augmente. Ça existe dans la littérature, vous pouvez le vérifier. Donc, nous avons raison de nous inquiéter. Il y a un aspect. Il y a une institution américaine qui est DARPA, qui s'intéresse au résultat final de ce projet.
Alors, lorsque des militaires de ce type, comme les États-Unis, s'intéressent à ces genres de sciences, nous sommes en droit de penser qu'on peut un jour utiliser ces moustiques-là comme armes biologiques. Voilà autant de raisons qui ne peuvent pas nous rassurer dans l'implémentation de ce projet. Vous avez parlé tantôt de la dengue et il me semble que votre inquiétude aussi, vous dites que peut-être qu'il y a un lien entre notamment l'infraction de la dengue chaque année maintenant, surtout l'année passée on a vu dans la zone de Bobo c'était pas facile pour la dengue avec le premier lâchage donc de moustiques. Nous avons précisé que scientifiquement, actuellement, nous n'avons pas un lien entre la dengue et les moustiques génétiquement modifiés qui ont été relâchés à Bobo. Parce que la dengue est provoquée par un virus. Et ce virus est provoqué par un moustique du genre Aedes. Alors que le paludisme est provoqué par un moustique du genre Anopheles. Donc déjà, ce n'est pas les mêmes moustiques. À ce niveau, on ne peut pas accuser le projet Target Malaria d'être à l'origine de la dengue, parce que nous n'avons pas d'évidence scientifique. Mais nous constatons tout simplement que déjà, comme on vous l'avait dit, la plupart des pays qui ont connu des lâchers de moustiques génétiquement modifiés dans la nature connaissent en même temps une croissance de la dengue. Vous avez pris l'exemple de l'Italie tout à l'heure. C'était aussitôt au Brésil. Okay. Ensuite, nous avons constaté que l'épicentre de la dengue était à Bobo. On s'est demandé, mais pourquoi Bobo, qui est la zone géographique d'expérimentation du projet Target Malaria, se trouve être l'épicentre de la dengue? Est-ce que ceci explique cela? Nous n'avons pas d'évidence scientifique. Mais en observation profane, cela nous inquiète. Surtout que nous avons des informations qui nous parlent d'erreurs de souche. Alors, est-ce que dans l'importation des souches, accidentellement, il y a eu peut-être des souches responsables de la dengue? Nous n'en savons pas. Voilà pourquoi nous avons insisté à ce que on ait un rapport du moins d'évaluation indépendante pour nous soutenir. Parce que jusque-là, on n'a pas de rapport d'évaluation des risques. Vous parlez de la première phase. De la première phase ou pour tout le projet? La première phase, parce que déjà, là, on n'a aucune publication par rapport aux résultats de la première phase. Des moustiques ont été relâchés, quels sont les résultats, combien ont été recapturés, qu'est-ce qui s'est passé dans l'environnement, nous n'en savons absolument rien. Voilà pourquoi nous avons dit qu'il n'est pas possible. C'est inadmissible qu'on puisse relâcher encore des moustiques d'une autre souche dans la nature sans que déjà la première phase, on ait des informations réelles sur le projet. Je sais que fin 2023, janvier 2024, il y a eu des échanges avec les responsables de Target Malaria, les responsables de ce projet au Burkina bien sûr, avec vous de la société civile. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit lors de ces rencontres-là? Alors, il faut dire que nous avons eu plusieurs rencontres avec les responsables du projet. Nous avons eu même le séance de travail avec le CNRST. Okay. Parce que le projet est piloté par l'IRSS, qui est logé au sein du CNRST. Mais ils n'ont jamais réussi à nous convaincre avec des arguments. Et la plupart de nos questions restent sans réponse. C'est comme si on navigue en fait dans le vide. C'est le saut vers l'inconnu. Et toutes ces raisons nous font comprendre qu'il n'est pas possible de permettre que nous soyons utilisés comme des cobayes dans une expérimentation qui n'a jamais donné des résultats probants nulle part. On a parlé des conséquences surtout sur l'homme, mais quelles pourraient être aussi les conséquences sur l'environnement et sur les autres êtres de la nature? Alors, il faut déjà dire que ces moustiques qu'on manipule génétiquement peuvent être des sources, des porteurs de pathogènes, de virus. Et vous savez, il y a plusieurs espèces de moustiques dans l'environnement. Ils peuvent transmettre des traitements contre le palu. Il y aura encore de la résistance parce qu'il y a la possibilité d'avoir des mutins. Et sans oublier que dans la question de l'environnement, généralement, il y a la chaîne alimentaire. Les moustiques sont consommés par d'autres espèces. Et si ces moustiques sont contaminés par des virus, alors ils se retrouvent être des poisons dans la chaîne de consommation. Et cette chaîne de consommation va naturellement perturber l'écosystème
Parce que si on a des oiseaux, on a du poisson qui consomme ces moustiques, si ils ont des toxines dans leur corps, on va assister à une mortalité. Sans oublier que même au sein de l'équilibre de l'environnement, parce que ces moustiques que vous voyez là, ils ont un rôle. À partir du moment où ils vont se retrouver perturbés dans leur existence, il va de soi que ça va jouer même dans l'équilibre de l'écosystème. Donc pour vous, il faut suspendre. C'est ce que vous demandez aujourd'hui, suspendre la deuxième phase. Oui, pour nous, il faut purement et simplement arrêter ce projet. Il ne faut pas implémenter ce projet parce qu'en matière de paludisme, le Burkina a suffisamment d'alternatives et on pourra en citer si cela vous intéresse. Donc il faut arrêter le projet. Et est-ce que, concernant surtout la deuxième phase dont on parle, ils sont à quel niveau en fait ils sont à quel niveau? Est-ce qu'il y a une date qui a été choisie pour lâcher les moustiques à nouveau ou... Normalement, c'est vous les hommes des médias qui devraient nous donner cette information. Parce que comme on l'avait dit, si réellement le projet était d'utilité publique, il devrait avoir suffisamment de communication. Mais actuellement, on ne sait pas quelle est la date prévue pour les lâchers de deuxième phase. Tout ce que nous savons est que généralement les lâchers se passent en début de saison pluvieuse. Donc vous alertez, comme les premières pluies ont commencé, vous alertez pour dire qu'on arrête. Exactement, parce qu'en 2019, tenez-vous bien, ils ont adressé une correspondance à la société civile à 48 heures de lâcher. Les lâchers devraient avoir lieu lundi et c'est un vendredi qu'ils informent qu'il va y avoir des lâchers. En ce moment, on ne vous laisse pas une possibilité de recours, on ne vous laisse pas une possibilité d'alerte. Donc, nous, on craint encore qu'il se passe des choses de cette manière. Voilà pourquoi nous interpellons l'autorité pour qu'ils suivent et que toute l'opinion nationale et sous-régionale soit informée de ce qui se passe dans le projet Target Malaria. Revenons à pourquoi vous dites non. Vous avez dit il n'y a pas de clarté, donc vaut mieux s'abstenir. Maintenant, est-ce qu'il y a eu quand même des études aussi de scientifiques qui ont prouvé qu'ils peuvent avoir des risques en permettant au projet Target Malaria d'aller jusqu'au bout? Oui, il y a eu beaucoup d'études. On vous citait des publications de Vital et autres 2022. On a aussi parlé de la publication de Polygenite 2023 et autres. Il y a un laboratoire allemand, Test Biotech, où ils ont dit qu'en réalité, les risques sont énormes dans l'utilisation de ces moustiques qu'on va relâcher dans la nature. On a parlé de mutins, on a parlé de possibilités de transmettre d'autres maladies qui ne sont pas le palu. On a parlé de possibilités de transmettre des formes de palu plus sévères. Ah, ça veut dire que vous avez aussi l'avis et vous basez sur l'aspect scientifique pour dire non à ce projet. Oui, vous savez, la plupart de nos arguments sont basés sur des avis scientifiques. Et il y en a, la documentation, il y en a. On vous parlait tantôt de l'Eurote, la deuxième souche qui est actuellement implémentée au sein de l'insectarium de Bourg. C'est une publication scientifique qui dénonce la souche. Et déjà, si nous avons importé une souche qui comporte des erreurs, pour y manger, c'est comme un avion. Donc, on sait déjà qu'il y a un défaut technique. Il ne faut pas permettre à cet avion de décoller. Alors, on va parler maintenant de vos attentes vis-à-vis d'abord des responsables de Target Malaria et ensuite des autorités. Attentes ou doléances, on va dire ça comme ça. Nous, on a surtout un appel à l'opinion nationale et aux autorités de prendre tout simplement leurs responsabilités en arrêtant purement et simplement l'implémentation du projet Target Malaria. Il vous souviendra, lorsqu'il était question du coton génétiquement modifié, nous avons sonné l'alarme. Nous avions dit que le Bolgar 1 et 2, qui était en expérimentation, ne pouvait pas marcher. Mais vous avez vu, des années plus tard, l'histoire nous a donné raison. La manipulation du génétique du coton a créé des cotons avec la fibre courte. Il y a eu divorce entre l'interprofession de coton et Monsanto. Et les gens nous appelaient en ce moment dans les salons climatisés pour remettre des documents secrets. Et là, c'était le coton où sont des plantes où rapidement on peut y remédier. Mais imaginez-vous avec des espèces
vivant, capable de se reproduire à souhait dans la nature. S'il y a erreur, il vous souviendra, Covid-19, comment tout le monde était dans la psychose, ça n'a pas été facile. Sans oublier que il y a des alternatives par rapport au paludisme au Burkina Faso. Et parlant d'alternatives, vous, quelles sont les solutions que vous proposez pour lutter contre le paludisme? Parce que c'est une réalité aussi au Burkina. Alors, pour nous, le paludisme est en fait un problème d'assainissement. Il suffit seulement d'implémenter une bonne politique d'hygiène et d'assainissement. Il faut implémenter l'aménagement du territoire en impliquant les communautés locales. Si les milliards qu'on a mis dans cette science hasardeuse étaient mis à la disposition des mairies, aujourd'hui délégations spéciales, vous allez voir que commune par commune, les gens allaient aménager le territoire, on allait créer des emplois verts, de sorte qu'on n'allait plus voir par exemple des résidus d'eau où les moustiques stagnent. Ils allaient organiser les collectes et les traitements des ordures. Tous les pays du monde qui sont venus à bout du paludisme ont simplement mis en place des politiques d'hygiène et d'assainissement et une prise en charge intégrale des personnes qui souffrent du palu. Au sein même du ministère de la Santé, il y a déjà de très bons programmes de lutte contre le palu. Il faut renforcer ce programme. Le Burkina a de très bons praticiens. Il y a une direction de la médecine traditionnelle au niveau du ministère de la Recherche qui a suffisamment documenté des savoirs endogènes pour venir à bout du palu. Il y a des plantes répulsives. Il y a des espèces comme l'artémisia où tout le monde peut cultiver à la maison. Vous avez par exemple une personne comme Lagui Afis Bandé, prix Kigali 2023, qui a un savoir immense, qui est demandé à l'extérieur. Il suffit de mettre ces milliards-là à la disposition de ces personnes qui ont des savoirs endogènes pour travailler sur les plantes et ils vont sortir tellement de choses contre le paludisme. Et au bout de 10-20 ans, le palu sera un mauvais souvenir dans notre pays. C'est ce que tous les pays du monde ont fait pour venir à bout du paludisme. La question de tenter de nouvelles expériences qui comportent des risques pour vous. Vous avez parlé, donc, est-ce que de vos échanges ou de vos sorties comme ça, vous écrivez toujours quand même aux responsables, que ce soit de la recherche ou de projet Target Malaria, pour leur signaler votre position? Vous continuez à leur dire, nous de la société civile, voici ce que nous pensons, donc arrêtez. Oui, ils connaissent notre position. Vous avez fait ça, ok. Notre position est constante et nous avons des documents de plaidoyer et souvent nous avons des séances d'échange avec eux en espérant qu'ils vont pouvoir nous convaincre, ne serait-ce qu'avec un argument. Mais il n'y a pas un seul argument jusqu'à ce jour qu'ils ont pu nous donner pour nous convaincre. Merci bien, Monsieur Ali Tapsoba de Guama, d'être passé sur notre plateau. Qu'est-ce que vous pouvez ajouter en plus? Alors, nous, on peut simplement insister pour interpeller l'autorité de prendre ses responsabilités pour mettre fin sur ces sciences hasardeuses. Parce qu'il est temps qu'on arrête de pratiquer une certaine médecine coloniale. Il est temps qu'on refuse les vendeurs d'illusions. Il est temps qu'on puisse avoir le courage de simplement mettre les moyens à la disposition de nos chercheurs au niveau local, à la disposition de nos praticiens pour implémenter les savoirs locaux qui existent en matière de lutte contre le paludisme. Parce que vous savez, pendant des années, on nous a fait vendre des illusions. Mais après, vous allez vous rendre compte que ça crée plus de problèmes. On nous a fait croire pendant longtemps qu'en utilisant par exemple des produits comme Yotox et autres, ce n'est pas de la publicité, on allait venir à bout du paludisme. Mais non, à chaque année, on voit qu'il y a de la résistance. On nous a proposé des molécules de traitement, mais on se rend compte qu'il y a de la résistance. Donc, pour dire simplement, il faut qu'on quitte ce cercle vicieux où il y a des capitalistes comme Bill Gates qui financent des sciences hasardeuses, où il y a l'industrie pharmaceutique qui utilise les Africains dans leur business, et tout simplement avoir le courage de faire comme Sankara a dit, oser inventer l'avenir. Et le Burkina Faso a suffisamment de savants pour venir à bout du paludisme. Et il me semble que dans ce projet Target Malaria, beaucoup d'expériences ou beaucoup de phases préparatoires se passent à l'extérieur. Oui, c'est comme vous l'avez dit.
toutes les souches sont importées. Ok, ça vient d'ailleurs. Ça vient d'ailleurs. Les œufs de moustique viennent d'ailleurs. Ça vient de l'Imperial College de Londres, ça vient d'Italie. Okay. Pour y manger, c'est comme si on fait venir des œufs de pintade des États-Unis et qu'on donne ici à des chercheurs burkinabés pour les éclore et travailler avec un produit. Qu'est-ce qui prouve que le paquet technologique qui est mis à l'intérieur, nous avons les capacités techniques de découvrir? Ça, déjà même, ça cause problème. Et l'environnement, c'est une autre chose, hein, parce qu'on n'a pas le même climat et tout ce qui va avec. Exactement. Forcément. On n'a pas le même climat. Et c'est pour ça, souvent, nous, on cite l'exemple du coton. La technologie était une technologie importée qu'on a insérée dans, la sémence du coton burkinabé. Mais ça n'a pas marché. Et actuellement, on répète la même bêtise. Et c'est tellement grave, madame, qu'on ne peut pas se le permettre. Et comme vous l'avez dit, nulle part dans le monde, on n'a pas encore implémenté le forçage génétique. Mais si c'est bien que les Américains, il y a encore le palu en Amérique latine, ils n'ont qu'à essayer l'expérience là-bas avec une population confinée. Et quand ça va être probant, ils vont publier, c'est bon, nous pouvons être demandeurs. Mais pourquoi ils n'essayent pas ça chez eux et ils viennent nous utiliser comme des cobayes pour tester ça? C'est parce qu'eux-mêmes, ils ont peur qu'ils ne le font pas. Merci beaucoup. Je rappelle que M. Ali Tapsoba de Guama est donc porte-parole de la coalition de veille sur les activités biotechnologiques au Burkina Faso. Et cette coalition a organisé une conférence de presse justement pour alerter encore et dire non, il faut arrêter le projet Target Malaria, suspendre en tout cas cette deuxième phase du projet ou l'arrêter tout simplement. Et aujourd'hui, cette coalition demande aussi une évaluation indépendante de l'impact donc environnemental et sanitaire de lâcher de 2019 donc, ou du projet Target Malaria. Merci bien. Vous avez fait la conférence de presse. Est-ce qu'après vous avez d'autres activités, mots d'ordre ou d'autres actions à mener? Oui, nous avons un document de plaidoyer et nous allons demander à rencontrer les autorités, le ministre de la Recherche, le ministre de la Santé, pour qu'on puisse échanger, parce que nous avons suffisamment de documentation à partager avec eux. Et en dehors de ça, nous sommes un mouvement citoyen, donc nous avons des actions citoyennes. Nous allons continuer à informer l'opinion nationale. Nous avons des actions de justice qui sont prévues. Il y a un collectif d'avocats constitué, parce que nous avons compris qu'à ce stade maintenant, il faut utiliser tous les moyens légaux dont on dispose pour arrêter ce projet. Parce que même en dehors de ce que vous savez comme manipulation par rapport au projet Target Malaria, à Soumousso, encore aux encablures de Bobo, il y a des moustiques qui sont élevés. Et tenez-vous bien qu'ils ont fait un cocktail d'araignées d'Australie. C'est-à-dire que cette araignée-là, c'est une araignée tellement venimeuse qu'ils ont pris ce qu'on peut appeler son liquide létal et on a mélangé avec un champignon létal qu'on pulvérise sur ces moustiques-là pour voir comment les tuer. Alors, la dangerosité est que lorsque des moustiques vont s'échapper, on va avoir des monstres dans la nature qui vont transmettre des formes plus sévères parce que ça peut créer une certaine résistance. Donc, en dehors de ce que les gens savent sur le projet Target Malaria, toujours aux encablures de Bobo, il y a des élevages de moustiques avec des expériences effroyables. Alors que les moustiques ne sont pas comme des moutons ou des chèvres qu'on peut rattraper lorsque ça s'échappe. Non, c'est une fois que ça s'échappe, ça peut arriver à Ouaga, ça peut arriver à Fada, ça peut aller toucher mes esclaves de Tougan, et ça peut même quitter la sous-région. Donc, nous allons faire comprendre à l'autorité qu'il faut avoir un regard très sérieux dans cette façon de faire-là, qui n'implique pas d'ailleurs tous les experts scientifiques du Burkina. Oui, vous pouvez tendre votre micro à un certain nombre de personnes qui sont dans la recherche, ils vont vous dire que ce projet-là travaille à vase clos. Parce que ce projet est rentré au Burkina dans un contexte politique d'alors. Ils sont là depuis 2012 en train d'expérimenter ces sciences-là. Alors, on comprend bien que dans une certaine histoire, les gens à la recherche de milliards faciles, les gens dans une certaine façon de travailler, acceptent ces choses-là pour des raisons qui ne sont pas, en tout cas,
qui vont arranger les Burkinabés. Donc le profit et le profit. Exact, le profit, madame. Merci bien. On comprend encore mieux, monsieur Tapsoba. Vous allez même aller en justice s'il le faut. Donc, approcher les autorités pour faire arrêter ce projet Target Malaria. Merci d'être passé sur notre plateau. Merci. Je rappelle que M. Ali Tapsoba de Guama est le porte-parole de la coalition de veille sur les activités biotechnologiques au Burkina Faso. On s'arrête ici pour l'entretien du jour. On va raccompagner notre invité avec l'élément concernant donc leur conférence de presse. Et je rappelle que justement, ils ont organisé cette conférence de presse là pour dire non au projet Target Malaria dont nous avons parlé sur ce plateau. On regarde et on retrouve Youssef juste après. Le projet Target Malaria ne convainc toujours pas tout le monde de son bien fondé au Burkina Faso. Des organisations de la société civile engagées dans la veille sur les activités biotechnologiques sont montées au créneau une fois de plus pour exiger l'arrêt immédiat des activités biotechnologiques de Target Malaria. D'après Vital et autres 2022, la souche de deuxième phase présente un défaut de la structure génétique, c'est-à-dire le gène transféré se trouve dans un endroit sensible du matériel génétique du moustique où sa présence risque d'entraîner des perturbations du fonctionnement de l'organisme. Quant à Polygonie et autres 2023, ils ont détecté un problème d'inefficacité de la technique expérimentale utilisée pour l'obtention de la souche de deuxième phase, la technique de Bacros, ce qui peut avoir des conséquences négatives sur les caractéristiques de la souche, notamment sur sa capacité de transmission du paludisme. Test Biotech affirme que les lâchers en préparation de la souche de deuxième phase sont basés sur des données incorrectes, notamment concernant l'estimation des risques de flux de gènes, et estime que ces lâchers doivent être arrêtés. Un deuxième lâcher des moustiques génétiquement modifiés est prévu pour cette saison pluvieuse et selon ces OSC, les expérimentations menées au Burkina Faso par le projet Target Malaria ne sont pas en phase avec notre législation. Du point de vue de la réglementation, les expérimentations menées au Burkina Faso par le projet Target Malaria ne sont pas en phase avec la loi 064/2012 AN du 20 décembre 2012 portant régime de sécurité en matière de biotechnologie prévu pour régir les OGM classiques et non le forçage génétique. Elles ne sont pas non plus en phase avec les conventions internationales que le Burkina Faso a ratifiées, notamment le protocole de Carthagène sur la prévention des risques biotechnologiques. Malgré des avis d'experts sur la question qui appellent à une certaine méfiance sur une technologie hasardeuse qui n'a produit aucun résultat probant dans le monde, Target Malaria persiste à vouloir réaliser la deuxième phase, alors que le rapport d'évaluation de la première phase n'a pas été rendu public. Les organisations de la société civile engagées dans la veille sur les activités biotechnologiques refusent aussi les activités du projet Target Malaria car le principal bailleur est le richissime américain Bill Gates et la zone de manipulation des moustiques génétiquement modifiés devient un foyer épidémique de la dengue. Merci beaucoup à Daouda Yamego pour cet élément. Maintenant, on va passer au micro-trottoir concernant notre sujet du jour. On s'intéresse donc aux examens scolaires, comment surtout nos parents d'élèves, on peut accompagner nos enfants durant ces examens scolaires-là. On a posé la question aux populations. On écoute leur avis dans ce micro-trottoir. Le rôle a toujours été là, d'accompagner les enfants à étudier et en sachant bien que ce jour, il a débuté pour faire cet examen. Mais bon, ce que moi j'aimerais, bon, étant un père, j'ai un enfant qui fait examen cette année, j'ai décidé de l'amener à l'école pour qu'il rentre, faire ses épreuves. À midi, je serai là avec lui en lui demandant tout ce qu'il veut pour lui faire plaisir, qu'il sache que ce jour, c'est un jour pour lui. C'est un jour
qui doit réussir. C'est un jour qui ne doit pas avoir peur. Voilà. Il y a une morale aussi que j'aurais à le consoler, le mettre sur le pied, de ne pas avoir peur. Souvent, c'est la peur qui amène les enfants à échouer. Les parents peuvent encourager les enfants, ne pas les stresser, prier pour eux. Bon, les parents aussi peuvent les amener à l'école, laisser avec eux jusqu'à l'heure de la composition, puis rentrer chez eux. Et se faire aussi. Selon moi, les parents ne doivent pas stresser les enfants. Ils doivent les soutenir, les réconforter, les accompagner et ne pas crier sur eux, les aider à réviser. Selon moi, les parents doivent soutenir les enfants, ne pas les stresser, les encourager à étudier, les accompagner le jour des examens par exemple, les assister jusqu'à la fin de l'examen. Bon, c'est beaucoup aider les élèves, bon, à apprendre leurs leçons, les mettre dans des cours d'appui pour renforcer leur connaissance. Et puis moins les stresser quoi, genre les parler du fait de leur examen négativement. Beaucoup les encourager. Bon, pendant cette période des examens, bon, c'est pas facile pour les enfants en tout cas, mais on doit les accompagner, les soutenir. Bon, on peut aussi les accompagner à l'école pour voir ce que ça va donner. Quant à moi, en tout cas, c'est ce que je vois. Bon, les donner des conseils, oui, ça c'est depuis la maison. On les donne les conseils, on ne peut jamais ne pas les donner les conseils. Merci beaucoup à Ketoura Saint-Pouré pour ce micro-trottoir. Nous retrouvons à présent Serge Youssef Ouedraogo. Bonjour à toi Youssef. Bonjour Abzeta. Merci d'être là pour la chronique de chaque mardi, un œil sur la société. On s'intéresse au rôle des parents d'élèves lors des examens. Et justement, les examens ont débuté aujourd'hui même. Youssef, un enfant qui fait l'examen? Non. Tu n'as pas un enfant cette année? J'ai une protégée en tout cas qui est actuellement en train de carburer fort. Pourquoi? Pour s'occuper. Elle a fait la couture. D'accord. Bonne chance à elle et bonne chance à tous les candidats. Alors, Youssef, l'examen scolaire, comment on définit l'examen scolaire? Il faut dire, comme vous l'avez dit, au lieu c'est l'examen au niveau du Burkina Faso. Donc, dans tous les différents contrées, ils sont en train de composer. Donc, je souhaite une bonne chance et beaucoup de courage. Et pour les anciens aussi qui les accompagnent, et vraiment beaucoup de courage. Il faut dire qu'ici, quand on parle d'examen, c'est des compositions qu'on organise, on soumet une évaluation aux élèves à un moment donné pour pouvoir bénéficier d'un diplôme. Voilà, au cours de l'année scolaire, on les a fait des évaluations en classe, et on a fait des devoirs, chacun a révisé. Et aujourd'hui, c'est, comme les enfants aiment dire, que c'est l'examen noir. Il y avait l'examen blanc, là c'est noir. Noir parce que si vous ratez cette année, il faudra encore attendre 9 mois encore pour pouvoir chercher le diplôme. Donc l'examen, c'est une composition, une évaluation qu'on soumet aux apprenants pour pouvoir arracher un diplôme scolaire. D'accord. Alors, l'examen scolaire a une particularité par rapport aux autres concours? Oui, il y a une particularité parce que vous savez que quand c'est en classe, il y a des devoirs. Et même si vous n'arrivez pas à avoir la moyenne, vous allez dire que je vais essayer de me rattraper le devoir prochain. Mais pourtant, aujourd'hui, qui est l'examen réel, ici, c'est un peu de cycle du CP1 jusqu'au CM2. Vous devez aller en 6e une fois que vous obtenez votre certificat. De la 6e en 3e, vous devez aller en seconde, au niveau secondaire, là, voilà, ou au niveau de BEP, là, pour si vous obtenez votre examen. Si c'est au niveau du bac aussi, si vous gagnez le bac, vous allez à l'université. Donc la particularité, c'est ça. Et c'est dans l'organisation, c'est tous les différents corps, la police, les enseignants, le ministère, tout le monde est mobilisé pour que ce soit une réussite, parce que c'est un truc national. Donc, sur le territoire, là, tout le monde doit composer. Les sujets aussi sont faits de la même manière pour tout le monde. Pourtant, il y a certaines zones, certains pays où c'est fait, fait régionalement. Voilà. Mais ici, là, les sujets, là, c'est pour tout le monde. Le même sujet pour toutes les classes. Oui, oui. Enfin, pour tous ceux qui font... le BPC, c'est la même chose. Voilà, le CEP, le bac. Voilà. Le bac, c'est dans quelques jours. Ouais. Donc, pour aujourd'hui, c'est le CEP, le BPC, voilà, le CEP, le CQP,
Et puis le BEC qui peut positionner dans là. Pour aujourd'hui, le bac, ça sera dans quelques jours. Voilà. Maintenant, ce qui est important aussi, c'est de parler du rôle des parents. Les parents qui doivent, en principe, accompagner les enfants durant donc, ces examens-là. Concrètement, c'est quoi le rôle du parent d'élève? Concrètement, c'est dire ici que le parent d'élève a fait un effort en inscrivant son enfant dans le système scolaire. Si je prends l'exemple, l'enfant qui commence au CP1 et qui arrive au CM2, l'enfant qui va de la 6e qui arrive en 3e, et celui qui va de seconde pour aller en terminale. Donc le parent qui a envoyé cet enfant à l'école suit l'enfant et veut que l'enfant réussisse au cours de son cycle-là pour pouvoir avoir son examen et continuer. Ici, le rôle, c'est quoi? Le papa doit toujours être à côté des enfants en cette période, parce que vous savez que ce n'est pas simple quand vous partez en examen. Même si vous avez des compétences nécessaires pour aller réussir là, vous avez toujours peur. Mais si les parents sont à côté pour vous dire non, il ne faut pas avoir peur, ça va aller, et les parents aussi doivent prier pour les enfants. Voilà, parce que les parents sont ici le support aujourd'hui. Voilà, les enseignants ont fait leur boulot. Les parents aussi doivent prendre la relève. Et hier, c'était la veille, les parents devaient quand même accompagner les enfants pour aller chercher les salles de classe. Vous savez qu'il y a des enfants qui peuvent être à Pissi, qui composent à l'université, d'autres peuvent être ici qui composent à Zaktoulidon. Ce sont ceux qui sont au CM2, là, ce sont des petits enfants. Il faut que le papa soit là pour pouvoir les transporter, pour aller chercher la salle. Et aujourd'hui, la classe, et aujourd'hui, amener l'enfant très tôt pour ne pas. On a eu la chance que la pluie est venue hier, pas sinon d'habitude, c'est le jour J même. Très tôt le matin, la pluie bloque et chacun se jette. Dieu merci, aujourd'hui, c'est la veille que la pluie est venue pour que le temps soit quand même clément, pour que les enfants puissent composer. Donc les parents ici doivent toujours être là au début et à la fin. C'est pas pour pas accompagner l'enfant seulement, et puis non, tout au long du processus des examens scolaires, là, les parents doivent être là. D'accord. Donc, tu as dit la veille, il faut accompagner l'enfant à découvrir sa salle de composition, l'école de composition, la salle de composition, et puis sa table si c'est nécessaire. Maintenant, pendant la composition, par exemple, ce matin, ils ont débuté la composition. Qu'est-ce que le parent devrait faire? Aujourd'hui, les parents qui ont le temps, ils sont là. Je sais qu'il y a des parents, je fais un tour dans un centre d'examen, il y a des parents qui sont là. Et quand les enfants, il y a des pauses, quand les enfants vont faire les différentes matières, les matières uniques, ils ressortent. Et les papas, ça va, courage. On ne demande pas ce que tu as fait, non. Il faut encourager chaque fois l'enfant pour remonter le moral. Aller s'asseoir dans le centre de composition. Si, il y a des mamans qui font ça. Hein. Oui, il y a des mamans que moi je vois souvent qui sont du début jusqu'à la fin. Voilà, ceux qui ont le temps là, ils sont chaque fois là, hein, jusqu'au résultat. Ils sont là. Voilà, quand tu vois ton papa qui est là, ton maman qui est là, tu as encore le courage par rapport à celui qui ne voit pas son papa qui est là. Moi, je pensais que ça peut... Bon, ça dépend aussi. Hein. Ça dépend ça ne fait pas aussi mettre la pression sur l'enfant. Non, pas la pression. Que maman est là. Bon, ça dépend aussi des mots qu'on va dire. Même si c'est la pression, on peut dire que ça stimule l'enfant pour pouvoir aller de l'avant. Ah, mon papa est là, il faut que je mouille le maillot. Maman est là, il faut que je mouille le maillot. Mais celui qui est laissé à lui-même, il dit... Je gagne pas papa n'est pas là, maman n'est pas là. Donc souvent aussi il y a ces deux phases, hein. Il y a du positif et du négatif. Donc l'enfant imite. Il va dire mon camarade qui est là, son papa est là, sa maman est là, ou bien il y a un des parents qui est là, tu vois. Mais toi qui es là, tu es laissé à toi-même, on te dépose seulement et puis on continue et on attend les résultats. Même les résultats on ne t'accompagne même pas. On attend seulement que tu viennes dire que je suis admis ou je ne suis pas admis. Comme notre confrère Souré qui disait que non, si l'enfant n'est pas admis, la maman l'enfant il doit continuer, il ne doit pas venir à la maison. Je te rappelle comme ça. C'est d'après Kazadi. Voilà, Kazadi. Il faut être chaque fois au chevet de l'enfant pour que l'enfant puisse vraiment savoir que ce jour-là c'est un jour spécial, j'ai du soutien et je dois vraiment grouiller pour réussir. Même si ça ne marchait pas, il va savoir qu'on l'a accompagné tout au long du processus. D'accord. Ok, alors Youssef, on comprend bien. Maintenant, on reste toujours sur les examens scolaires. Pendant la composition, tu as dit, il faut être là, il faut accompagner l'enfant. Et on entend aujourd'hui parler de tricherie pendant les examens scolaires. Est-ce que tu penses que le parent aussi peut jouer un rôle à ce niveau, en peut-être évitant que son enfant soit dans telle situation? Oui, il faut dire qu'on a toujours dit ici que l'éducation commence à la maison. Voilà. La tricherie, c'est vrai comme on parle,
je sais qu'on en parle. Les papas aussi, ils attendent qu'on dit que chaque année, ils entendent dire qu'il y a des enfants qui ont triché lors de l'examen et on les a sanctionnés, on les a amenés en prison, on les a suspendus pour des années. Donc déjà ça, on va dire, vous savez que c'est un truc spécial. Aujourd'hui, malgré ce que tu dois faire, reste toi-même, reste honnête, dans l'intégrité. Ce que le maître ou le professeur t'a appris à l'école, garde ça. Ce qu'on t'a donné au cours des 9 mois là, refais sortir ça. Il ne faudrait pas essayer de regarder à gauche ni à droite pour pouvoir dire que je vais jeter un coup d'œil ici. Non. Si tu fais une erreur, si on t'attrape, c'est ton année qui est foutue. Et ta carrière même scolaire peut être aussi. Parce qu'on peut te donner 5 mois, 5 ans, hein? 5 ans, oui. 2 ans. Il y a des gens qu'on a. L'année passée, ils ont pris des élèves au BPC et puis au bac. Voilà, dans la zone on dit que c'est à Pau là. Voilà. Mais, donc, le papa, en échangeant avec l'enfant dit, en tout cas, les professeurs nous ont déjà dit en classe que la tricherie n'est pas une bonne chose. Donc, papa aussi renforce ça pour dire que, si tu vas, concentre-toi sur ton papier, ne triche pas, compose ce que tu as pu recevoir pendant les 9 mois, fais sortir ça quand les sujets vont venir, au lieu de vouloir jouer un peu, voilà, donc, reste toi-même. Donc, déjà ça amène l'enfant à ne pas vouloir faire quelque chose. Voilà, c'est vrai qu'il y a tous des brebis galeuses qui se préparent même à l'avance. Voilà, mais quand le papa aussi dit quelque chose, je pense qu'il va prendre ça en compte. Il y aura un impact. Oui. Youssef, tu as dit que l'accompagnement, ça doit être de la veille de l'examen jusqu'au résultat. Oui. Est-ce que pendant les résultats, comment le parent peut marquer sa présence? Et pendant les résultats, le papa ou la maman, celle ou celui qui a le temps peut accompagner l'enfant pour aller écouter les résultats. Vous savez déjà, même quand on arrive, vous êtes passé par là, quand on arrive, on dit candidat approché. Déjà même, il y a des enfants qui n'ont pas le moral, qui ne maîtrisent pas, ils se disent que je n'ai pas bien travaillé, qui s'évanouissent. On appelle souvent les gens de la santé. Voilà. Déjà, quand le papa est à côté, il peut essayer de sensibiliser, conscientiser l'enfant, calme-toi, ça va aller, ça va aller. Même si l'échec arrivait à venir là, il va dire non, tu as échoué, c'est pas un problème. Garde espoir, l'année prochaine, si elle a échoué. Il y a des enfants qui ont eu l'examen, mais ils ne sont pas arrivés à la maison. La joie de dire, de sauter, de prendre la moto, de crier, de faire la vitesse, ils ne sont pas arrivés à la maison. Mais si le papa était là, ou la maman était, ou un frère était là, quand même, je pense qu'ils vont l'encadrer, ils vont repartir, ils vont fêter à la maison. Même celui qui a échoué aussi, voilà. Il ne faudrait pas que, quand l'enfant échoue, surtout l'échec, le papa ou la maman commence à insulter, tu n'as rien fait, voilà, celle même qui venait chez toi là, a eu... Non, il faut toujours dire qu'il y a de l'espoir. On a dit que l'échec prépare toujours la réussite, hein. Voilà. On peut échouer et puis dépasser même celui qui t'a dévancé à avoir l'examen là. Donc si le papa est toujours là, parce qu'il y a des enfants qui, une fois qu'ils échouent là, ils veulent se tuer parce que papa parle mal, papa m'insulte. Donc tout ça, il faudrait que le parent essaie d'être positif pendant ces examens là. Il ne faudrait pas trop angoisser les enfants parce qu'il y a des enfants qui sont fragiles et ces enfants qui sont fragiles là, peut sortir et puis peut-être 2 jours à la maison, 3 jours puis ne pas venir, vous allez courir maintenant à chercher que mon enfant est sorti. C'est ça. Voilà. Je comprends bien, Youssef, ça veut dire que pendant les examens, on ne doit pas... C'est pas en ce moment qu'il faut corriger, mettre la pression, quoi. C'est déjà gâté en fait. C'est déjà gâté. Parce que les 9 mois sont... quelques jours pour composer et puis après c'est les résultats. C'est pas en ce moment-là qu'il faut mettre la pression, forcer, parce que c'est déjà gâté. Ouais. Tout ce qu'il a appris durant 9 mois ne peut pas en fait être assimilé tout de suite et maintenant. Donc c'est comme on le dit, hein, il faut faire réviser l'enfant chaque jour, depuis la rentrée, il faut le faire réviser chaque jour jusqu'aux examens. Bon, tout compte fait, on est dans les examens, donc on va souhaiter bonne chance. Oui, on va souhaiter bonne chance aux candidats du Burkina Faso et courage. Et courage aux parents aussi. Actuellement, là, quand on n'a pas fait examen, toi-même, tu es... aux parents et surtout aux enseignants aussi. Parce qu'aujourd'hui, là, si vous avez un effectif de 100 élèves, vous avez 100 enfants. Donc, c'est vrai que les parents sont là, mais celui qui a porté, le professeur, l'enseignant, lui-même, il ne dort même plus. Parce qu'il se dit que c'est lui la responsabilité. Il veut faire 100%, pourcentage 100%, c'est un échec, il dit que c'est lui. Donc, courage à ces enseignants vraiment qui ont mouillé le maillot tout au long de l'année scolaire là, que Dieu vraiment fasse que
les enfants réussissent à des examens et aussi ces anciens aussi puissent être félicités à leur tour. Merci beaucoup, Youssef. Merci. Et si pour les résultats, si vous êtes comme moi, restez à la maison, ne partez pas. Moi, j'ai jamais été voir les résultats pendant les candidats approchés. C'est toujours des amis qui sont allés, qui sont venus me dire ouais, tiens, ça marcher. Et puis, je suis allée prendre mes diplômes. Voilà. Donc, si vous n'êtes pas très courageux, il faut rester à la maison. Okay. Merci beaucoup, Youssef. Et merci à vous également, fidèles téléspectateurs de Bonjour le Faso. Le rendez-vous est pris pour demain, Inch'Allah. Demain, c'est mercredi. On se retrouve avec d'autres invités, mais également pour d'autres chroniques. En attendant, restez fidèles au programme de Savane TV. Vous nous suivez sur la page Facebook de Savane TV. On vous dit merci. Et également sur le bouquet Canal+, c'est le numéro 6 et le numéro 265 du bouquet Canal+. Et sur la TNT. Allez, cuisse.